Promutuelle Assurance est fier de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous prenons la route de Charlevoix. Nous allons découvrir les champignons et également faire la cueillette des champignons sauvages dans les bois. Donc, pour ce faire, nous allons aller chez Amico à Saint-Fidèle et également, nous découvrons Champignons Charlevoix du côté du Mont-Grand-Fond. Alors, je vous souhaite une très belle émission. Le champignon, c'est un végétal vraiment étonnant parce qu'il a un mode de reproduction qui fait en sorte qu'il s'est retrouvé pratiquement partout sur la planète. Donc, on va le retrouver dans les cultures très anciennes, autant en Amérique que du côté de l'Ancien Monde. Ici, il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque de la Nouvelle-France, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans les mœurs françaises parce que les Français ont commencé à consommer le champignon seulement à partir du 17e siècle. Donc, quand on arrive ici, ce goût-là est encore nouveau pour les Français. On va quand même l'implanter. On va rechercher des champignons dans les forêts ici, ce qu'on appelle des mousserons, des champignons de couche. On va essayer également d'en faire venir de France. On va importer des truffes, par exemple, sous forme marinée ou séchée. Ce goût-là va perdurer pendant très longtemps. Au 19e siècle, on va le retrouver dans toutes sortes de recettes et éventuellement, on va se mettre à produire en champignonnière. On se rend bien compte qu'il est quand même relativement aisé de fabriquer des structures en béton pour abriter les champignons. En fait, il faut attendre les années 1950 pour voir apparaître les premières champignonnières structurées, donc en béton, qui vont créer un environnement humide et frais nécessaire pour la croissance de ce végétal. Et éventuellement, on va avoir une production qui va combiner à la fois ce qu'on va retrouver dans la nature sous forme de cueillette naturelle et spontanée et ce qu'on va avoir également dans les cultures de champignonnières un peu partout en Amérique du Nord et notamment au Québec. Daniel Ricard, Champignons Charlevoix. Ça fait, on cultive des pleurotes depuis 12 ans. On a commencé dans un incubateur industriel à Clermont. Et en 2004, on a pu construire la champignonnière ici. Champignonnière, j'ai de la misère à le dire aussi. À force d'acharnement et d'être tannante, parce que personne ne voulait prêter là, pour une entreprise comme ça en 2002. Oubliez ça, le taux de faillite est trop élevé, on ne prête pas, mais... quand on veut vraiment, comme les enfants, ils finissent par avoir ce qu'ils veulent, là, je peux être tannante. Bien, justement, vous avez eu un appui, vous n'avez pas eu le choix. Il a fallu que les gens croient à un moment donné en votre produit. Ça a été difficile, comme vous le mentionnez. Comment on fait justement pour résister à tout ça? Puis malgré notre bonne volonté, vous étiez bien accompagné aussi? Il y avait, je me souviens du SADC, qu'il y a quelqu'un qui travaillait là, que je peux nommer, Marilyn Desbiens, qui a cru en premier à notre projet. Et qu'elle a dit, OK, on va prendre le risque, on va donner une partie du prêt conditionnel à ça. Puis c'est vraiment la base. Le départ, les prêts se sont montés comme ça parce que la financière agricole ne voulait pas. C'est normal, le taux de faillite était trop élevé, les banques ne voulaient pas. Et, parce qu'il y avait des gens qui avaient essayé avant vous aussi. Oui, beaucoup. Il y avait déjà eu 2 essais dans Charlevoix. OK. Et là, justement, vous ne venez pas du tout du milieu agricole. Non. Vous me parliez tout à l'heure, vous avez une maîtrise en arts plastiques. Oui. Aucun rapport avec ce qui se passe ici aujourd'hui. Pourquoi avoir fait ce choix-là de partir une entreprise de champignons? Bien, on est revenu dans Charlevoix. Mon conjoint est de Montréal. Moi, je suis d'ici. On est revenu, on s'est rencontrés à Montréal, puis là, il fallait faire quelque chose de nos 10 doigts. Puis dans Charlevoix, c'est pas évident de trouver de l'emploi quand on est en art. Fait que, on a décidé de partir une entreprise. Puis comme la région, c'est une belle région pour l'agroalimentaire, on voulait une place dans ça. Moi, c'était un créneau qui m'intéressait, faire manger le monde. Une fois que tu as enlevé l'idée de les empoisonner, là, c'est une peur qu'on a toutes au début, là, mais c'est une grande crainte. Parce qu'on se sent toujours un petit peu imposteur dans ce milieu-là, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Mais il y a beaucoup de produits, pour le fromage, du vin, ici, ça. Je cherchais quelque chose qu'il n'y avait pas, puis les champignons, bien, c'est arrivé par hasard. C'est arrivé avec un coup de pied d'un champignon, une idée, mais en réalisant qu'il n'y en avait pas.
qui me motive, c'est de créer des nouvelles choses, d'inventer des produits, de défricher du terrain, de trouver des nouvelles, comme d'ouvrir mes portes, expliquer la culture, faire connaître cette culture-là. Et non pas, comme tout le monde faisait, travailler tout seul dans son coin, ses secrets champignons, c'est difficile. Oui, c'est difficile, oui, c'est secret, mais on peut en dévoiler des parties. Oui, on peut intéresser, les éduquer, les intéresser. C'est cette partie-là là, qui nous motive. Et oui, c'est difficile, c'est comme des animaux, il faut être ici 7 jours sur 7. C'est la nature. On se couche le soir, il n'y a pas un soir que Jean-Pierre ne vient pas faire sa tournée avant de se coucher parce qu'il s'agit qu'un équipement brise durant la nuit, on peut perdre une récolte au complet. Le matin, c'est important d'être à proximité d'une entreprise comme ça, c'est vraiment important. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on a vu dans le laboratoire privé? Qu'est-ce qui se passe exactement là-dedans? Ça, c'est la préparation du mycélium qu'on appelle la semence de champignon. Son vrai nom, c'est le mycélium. On le fait, nous, c'est notre mycélium, il est fait sur du grain d'orge. Ce que vous avez vu dans les pots là-bas, c'est du grain d'orge qui est en train de se faire stériliser à l'autoclave. Les grosses marmites à pression comme des Presto. Quand le grain d'orge va être vraiment stérile pour tuer tout ce qu'il y a dessus, là, qui devient un support neutre, mais quand même nutritif, on incorpore la semence de champignon, le mycélium qu'on voit ici. Ça aussi, c'est fait dans le laboratoire. C'est une étape de laboratoire. Ça, c'est un morceau de champignon, donc un clone. Nous, on clone. Vous clonez des champignons? Oui, parce qu'il y a deux façons de reproduire les champignons, soit par les spores ou en clonant. Si vous avez des spores, il y a un spore mâle qui rencontre un spore femelle, on ne sait pas quel genre d'enfant ça peut donner, un bon ou un mauvais. Et là, pour nous, c'est trop long à vérifier. Ça prendrait des mois et des mois à savoir si on est des bons spécimens ou non. Donc, on clone. En clonant, on est sûr qu'on a... votre produit, sûr. On prend un morceau de champignon, on le dépose dans un plat de pétri comme ça, rempli d'agar-agar, et se nourrit de cet agar-là. Le blanc que vous voyez, c'est déjà le champignon. On prend des morceaux de cet agar-là, avec le champignon dessus, qu'on met dans les pots maçons que vous avez vus, remplis de grains d'orge stérilisés. Et au bout de quelques jours, ce qu'on a, c'est le grain, le champignon s'est transféré au grain. Wow. Il est parti du pétri pour aller au grain. Ici, dans Charlevoix, on a beaucoup de petites productions, beaucoup de mises en marché personnelles et non pas collectives. C'est un visage de l'agriculture qui ressort. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Ils veulent l'intégrité, ils veulent connaître des histoires, ils veulent de la santé. C'est important. Fait qu'on s'aide les entrepreneurs, même si un, il fait du miel ou l'autre fait du pain. Moi, je suis proche de Josée. Josée, c'est une entrepreneur de pain d'exclamation qui a commencé à peu près en même temps que moi. Josée, on n'a pas le temps de se voir, mais l'hiver, on fait du ski de fond ensemble, puis là, tout sort. Mais on a besoin parce que vous de vous ça. comprenez dans ce que vous on a besoin de ça. Oui. On a besoin de savoir que les autres ont du succès. On a besoin de connaître aussi leurs difficultés, puis des fois, on est bien placé pour les aider, puis eux autres, vice-versa, sont bien placés pour nous aider. Qu'est-ce qui est difficile dans la production de ces champignons-là? Bien, tout. Moi, j'appelle pas ça essai-erreur. Je le dis à tous mes clients, essai-horreur. On est dans un milieu qui est propice au développement de toutes les bactéries, toutes les moisissures. Il faut que ce soit le pleurote qui gagne à travers les saisons, les conditions atmosphériques extérieures avec lesquelles on travaille, veut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de climatiser des bâtiments comme ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est la contamination. On se bat contre tous les champignons, toutes les moisissures. On se bat contre des ennemis invisibles. On a réglé certains problèmes en ayant 5 salles. Les champignons restent très peu longtemps dans chaque salle, des cycles courts, cycles très courts. Et les salles, comme on voit, avec une culture en chaudière comme ça, qui n'est pas en sac, quand la salle est vide, il n'y a plus de tablettes, il n'y a plus de crochets, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun agent de contamination. Donc, après 35 jours, toute cette salle-là est vide et nettoyée, là, comme ça se peut pas. Tu peux manger par terre, c'est mûr. C'est un recommencement à chaque 35 jours. C'est ça. C'est comme ça qu'on a réglé un des problèmes de contamination, en utilisant ces seaux-là aussi. Et on voit des fois des petites mouches passer, là. Quand tu es dans des sacs en plastique, il y en a justement une ici, tiens. Ils vont entrer dans le sac, ils vont agrandir le trou, ils vont les pondre à l'intérieur. Tandis que dans des chaudières, là, mon bouquet, OK, je vais en arracher un. Oui. J'arrache un bouquet, on va bien comprendre. Ici, il est à côté sur la chaudière. La mouche, même si elle voulait entrer dans ma chaudière, elle ne peut pas. C'est pris. Ouais. Ça, c'est une
un des avantages de cultiver comme ça, dans ces seaux-là. Puis ça, c'est une grosse difficulté technique là, de cultiver dans ça. Personne ne croyait qu'on pouvait réussir dans ça. C'est parce que c'est l'ouvrage, il faut les laver. Ouais, on va y revenir. Oui. Comment ça fonctionne du Dans le début fond, jusqu'à maintenant? Dans le fond, il y a 2 volets. Il y a la préparation du substrat. Le substrat, c'est la matière sur laquelle va pousser le champignon. Dans le fond, c'est ce qu'il y a dans la chaudière. Puis il y a la préparation du mycélium, comme on a vu dans des pots. Le substrat, c'est fait, nous autres, on tenait à utiliser du bois. Beaucoup ne travaillent que sur la paille, mais pour la qualité nutritionnelle, la texture du champignon, sa longévité aussi, le temps de conservation, c'est du bois qu'on voulait. Oui, oui, oui. Fait que c'est du brand-ci de tremble, c'est du tremble de notre terre à bois. On a une déchiqueteuse, on le fait à chaque semaine, on fait bouillir ce tremble-là pendant 8 heures. Qu'il fasse moins 30 ou plus 30, Jean-Pierre, et il fait bouillir. Il fait bouillir pendant 8 heures, tuer les compétiteurs, les bactéries, nettoyer, assainir le milieu. À la fin, on rajoute de la paille aussi un peu. Comme il y en a qui ont du veau de grain, du veau de lait. Oui, Le veau Charlevoix faisait un mélange des deux. Bien, nous, c'est un mélange bois-paille. Mais 1 tiers paille, 2 tiers bois. La paille, elle agit comme aérateur parce que si c'était juste du bois dans ça, ce serait trop compact, puis la semence de champignon ne pourrait pas se promener. Donc, la paille vient aérer un peu tout ça. Une fois que le substrat est bien pasteurisé, c'est de la super pasteurisation, on peut le mélanger avec le mycélium, qui est la semence de champignon, qui est faite dans le laboratoire. Fait que c'est ça, dans les chaudières. C'est vraiment la recette pour faire en venir à ces champignons. Oui. Puis après 2 semaines d'incubation, 1 semaine au froid, 2 semaines au chaud, on les met dans les salles et après, entre 5 à 10 jours, ça commence à pousser. Puis là, quand ça pousse, ça n'arrête plus. C'est ça. Une première grosse volée, un temps d'arrêt complet, puis les 2e et 3e volées s'enchaînent dans le fond. Est-ce que c'est déjà arrivé ici que vous avez perdu une salle comme ça de production? Oh, oui, plusieurs fois. Là. Oui. Dans les 7 ans de recherche-développement, j'ai tout vu. Nommez-les les couleurs. On a vu du rose, du vert, tu ouvres un couvercle, ça grouille de vert. On a tout vu, tout. Je dirais tout. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Pas, ça doit peser, ça doit être décourageant un peu. Oui, mais donc, tu as une salle, OK? Puis là, cochonnerie, ça marche pas. Puis tout d'un coup, tu te dis, voyons, ces chaudières-là, ils sont donc bien beaux. Comment ça se fait? Ceux-là sont beaux, puis tous les autres sont pas beaux. Puis nous autres, c'est là-dessus qu'on a tout le temps regardé, pris de l'importance. Focuser, si on veut, là, sur les bons résultats et essayer de les reproduire. On s'est dit, de faire quelque chose de différent, avec intégrité, de communiquer la passion, mais de faire des produits bons. Okay? Moi, mon critère, j'avais 2 critères quand je développais mes produits. 1, qu'ils soient bons. 2, qu'ils se gardent longtemps, pour que le monde puisse partir avec. Puis, tu sais, cette joie-là aussi de contaminer nos employés avec notre passion. Tu sais, Joanne, on l'a vu, là, elle est en train de faire des visites d'ailleurs. C'est comme ça, là. Oui, c'est ça. Les clients, ils m'écrivent, ils me le disent, hey, vos employés, c'est vraiment... Mais c'est de la formation, ça aussi. Hein? Quand ils rentrent ici, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Qu'est-ce qu'on fait avec les restants des chaudières? Chaque semaine, on va vider une salle, okay, parce qu'il faut en remplir une. On ouvre les couvercles, on va porter ça dans un champ dehors, éloigné, pour pas que l'air soit repris par la champignonnière, c'est assez loin. Fait que 70 chaudières vidées dehors chaque semaine. On a des montagnes de substrat. C'est pas fini, c'est plein de pouvoir dans ça. Fait que les champignons, ils repoussent. Mais surtout, l'intérêt, là, c'est que l'été, on ne les ramasse pas. Ils sont pleins d'insectes, de bibites, sont habités. Fait qu'on laisse faire ça, la nature. Il neige. Au Grand Fond, ici, il neige beaucoup. Oui. Au printemps, quand toute cette neige-là fond, il y a un gros coup d'eau, d'humidité. Et là, les conditions propices à la sortie du champignon reprennent. Et j'arrive là, c'est des champs de pleurotes à perte de vue. Et les insectes dorment. Donc, tout est récupérable. Et cet été est arrivé le petit dernier qui est notre pesto. On ne sait pas trop comment il est arrivé, mais ça, c'est un mélange. C'est 80 champignons et 20 tomates séchées au soleil. C'est un produit tellement bon, qui est polyvalent. C'est pour des pâtes, faire des petites entrées, des croûtons, pizza maison avec le saumon fumé, faire cuire des poissons. Nommez-le. Là, sur mon site Internet, j'ai mis une liste. Ça, c'est devenu notre produit le plus populaire de l'été 2014. Vous aimeriez ça, que ça continue? Oui.
Oui, mais c'est pas nécessaire que ça continue ici. Ça peut continuer ailleurs. Oui. C'est notre connaissance qui va continuer. On ne gardera pas ça pour nous. Là. Tu sais, je ne mourrai pas demain matin en disant « Hey, je ne dirai pas, je ne dirai pas. » Non, 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 on va partager. Bien, merci beaucoup, Mme Ricard. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Alors bonjour, bienvenue à la chronique La Voix agricole. Aujourd'hui, on se prépare une poêlée de pleurotes miel vodka qui pourrait très bien accompagner viande, volaille, poisson. On commence donc par des pleurotes, notre élément du jour. Donc, les pleurotes, jamais les hacher, on les effiloche comme ça. Pendant que j'effiloche, on se démarre une poêle avec beurre et huile. Noisette de beurre, un peu d'huile d'olive, sans excès toujours. Donc, pleurotes qu'on effiloche. Les pieds, on peut se les garder pour hacher quand ils sont trop gros, comme dans ce cas-ci. Ça va nous prendre un couteau, échalote qu'on va ciseler, une gousse d'ail, pas trop fin pour garder du goût. Donc, s'assurer que notre poêle est très très chaude et on va déposer le tout à l'intérieur. Donc, le beurre bien mousseux, on prend nos pleurotes et on dépose. Ne pas trop brasser, laisser le temps à la température de la poêle de remonter. Que ce soit assez chaud pour pas que ça boue, mais que ça saisisse. On va se rajouter un peu de piment. Dans ce cas-ci, salbalek. On veut que ce soit un petit peu relevé. Donc, on laisse colorer. On va rajouter une fois que c'est mélangé, on rajoute l'ail et l'échalote qu'on va éventuellement faire revenir avec du miel. Donner un petit côté sucré à nos pleurotes. Donc, on laisse cuire, ça prend environ 1 minute maximum pour avoir un beau produit. Donc, on met du miel sans excès. On va préparer notre petite assiette pour recevoir l'accompagnement de pleurotes. On va laisser caraméliser juste un petit peu, légèrement lustré. Et pour couper l'excédent de miel, un peu de vodka juste avant de servir. Un soupçon, un rond de cuillère à soupe. Et voilà, on est toujours porté à surcuire les champignons. Donc, pleurote, vous voyez, on a un beau lustré, pas trop cuit. Et voilà donc, pleurote poêlée, miel et vodka. Bon appétit, à la prochaine. En fait, tu as démarré ton entreprise. Ça a été comment ça s'est passé, ton démarrage? Bien, les débuts, ça date d'il y a à peu près 5 ans. C'était alors que, en fait, j'avais exploré dans l'Ouest, on avait vu avec des amis que ça se passait, le commerce des champignons sauvages. Puis j'avais expérimenté ça comme cueilleur, premièrement, de morée de feu. Puis en retournant au Québec une couple d'années plus tard, en faisant mon bac en bio, j'ai pataugé un petit peu plus dans l'univers de la biologie des champignons, puis éventuellement, on a monté quelque chose ici au Québec. Julie est embarquée dans l'entreprise, puis là, ensemble, on pousse ça en tant que business familial, entre autres.
me faisait triper le plus, c'était l'idée de pouvoir manger ce qui pousse naturellement dans notre forêt, dans notre habitat naturel. Fait que les champignons, je savais qu'il y avait un potentiel pour ça. C'était les champignons sauvages ont une valeur. Fait que c'était ça qui était l'idée au début. On a expérimenté en vendant dans les marchés publics, un petit peu au restaurant. Puis là, on a sorti notre gamme de champignons déshydratés. C'est un mode de vie, je te dirais, la cueillette, là. On fait de la cueillette, mais on fait beaucoup de commercialisation. Fait que c'est deux mondes complètement différents. Pour la partie cueillette, en tout cas, c'est vraiment un mode de vie. On passe beaucoup de temps en forêt, en tout cas, on essaye. Puis on ne sait jamais garant, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver là, pour ce qui est de la récolte sauvage, là, encore plus que quand c'est cultivé, tu sais. Mais surtout les champignons sauvages, là. Mais non, je te dirais que c'est un mode de vie qui fait qu'on aime ça, donc ça circule autour de la forêt souvent, fait qu'on est capable de faire fonctionner le tout, là. Puis ensuite, chez nous, dans nos bureaux, dans nos affaires, on fait la partie plus commercialisation. Fait que, qu'est-ce qui est plus difficile? On a des choix à faire avec l'argent qu'on a. Le roulement, on achète beaucoup. Nous autres, aux cueilleurs maintenant, c'est ça qui est l'idée, c'est qu'on veut faire en sorte que les cueilleurs puissent vendre leur récolte à un bon prix dans le meilleur du possible. Ça prend du cash de roulement, ça prend pas mal, c'est beaucoup d'achats, puis on fait pas des gros emprunts, nous autres, là, tu sais, là. Fait que ça, c'est un défi, parce que l'argent revient tranquillement pendant l'année. L'autre défi, c'est de faire connaître ce genre de produit-là. Fait que c'est pas des trucs au Québec, en tout cas, qu'on était habitué d'utiliser nécessairement souvent, surtout les champignons déshydratés. Fait qu'il faut faire connaître l'idée que c'est super simple à utiliser, que ça peut être super intéressant. Puis, en même temps, c'est le fun. On va dans les marchés publics, il y a des événements, on donne des ateliers, fait qu'on baigne là-dedans, bien gros. Fait que tout ça fait en sorte que ça mène à quelque part, là, tranquillement. Là. Puis de quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant? De quoi je suis le plus fier? Je trouve ça le fun de faire découvrir ce genre de produit-là, je te dirais. Ouais. À du monde qui ne connaissent absolument rien là-dedans. Là. Okay. Ouais, ça, j'aime bien ça. T'enseignes un peu ce que tu fais, là? Ouais, ensemble, là, ouais. Moi puis Julie, là. Ouais. Puis c'est ça, c'est un grand univers. Il y a le cégep ici, on donne des cours au cégep. Fait que c'est vraiment, c'est ça, tout tourne vraiment autour de ça. Puis je trouve ça bien intéressant. Les gens aussi sont reconnaissants. Ils sont comme, aïe, c'est un monde que je connais pas en tout. Puis là, tu vois, je vais voir ça bien différemment à cette heure, là, tu sais, là. Oui, c'est ça, vous vous promenez en forêt, puis étant donné que vous connaissez ça, ben vous permettez de ramasser, là. Ouais. Les terres publiques, surtout, puis qu'on peut faire là, des dizaines de kilomètres par jour. Là. Fait que ça demande plus, là. Ouais, un cueilleur peut marcher facilement à 8 km dans sa journée quand il n'y a pas de sentier, rien. C'est vraiment dans un feu, une forêt brûlée, fait que c'est assez particulier. Quand même. OK. Ici, on a le matsutake que j'ai envie de te faire sentir. Ah, c'est quoi, c'est surprenant? Ben, ça goûte presque sucré, le pain d'épices, quelque chose. OK, ouais. Ben oui, hein? Il n'est pas connu au Québec parce que, bon, on ne le trouve pas à l'épicerie vraiment. C'est les Japonais qui ont donné son nom. Ici, on l'appelle le matsutake. C'est un nom japonais. Ben, moi, j'aime ça, quelque part, là. Être un petit peu dans quelque chose qui est un petit peu différent, là, un peu marginal, quelque part, là. Je pense que c'est le fait qu'il n'y avait rien qui se passait il y a 5 ans là-dedans, que c'est peut-être une des raisons pourquoi je me suis intéressé à ça, là, un peu, là, probablement. Là. Mais non, je trouve ça intéressant, le fait d'être... c'est en marge, puis souvent quand on est dans les trucs gouvernementaux avec le ministère, n'importe quoi, ils ont de la misère à nous caser d'une place ou dans une autre. C'est agricole, mais c'est quoi? C'est sauvage, OK, attends un peu, ça ne fit pas, là. J'ai pas de case pour ça à cocher. Fait que non, je trouve ça drôle, là, en même temps, là. Okay. Mais c'est en train de se placer. On fait connaître cette industrie-là aussi, tranquillement, au Québec, là. Au départ, on va préparer nos sorties de terrain dans le meilleur des mondes, dans le meilleur possible. Ensuite, c'est d'aller jouer dehors, aller récolter. Dans le meilleur des mondes, on va être en plein dans la bonne saison parce que des fois, on va voyager un peu loin pour la récolte des morilles. On va aller dans les feux de forêt de l'année passée, on va jouer là-dedans. C'est pas toujours qu'il va y avoir une récolte abondante, mais en tout cas, dans le meilleur des mondes, il y en a. Ensuite, c'est les champignons d'été, on va récolter. En gros, on ramène les champignons, on en vend une partie frais avec les restos, des distributeurs. On va déshydrater. En gros, on va nettoyer, trier. Fait qu'on a comme souvent 2 ou 3 catégories différentes. Là. Fait qu'on va faire sécher. On va ensuite emballer pour vendre nos produits qu'on commercialise déshydratés là, dans les magasins, qu'on vend aussi au restaurant plus en vrac. Fait que ensuite, c'est
continuer à travailler avec notre clientèle, là, puis de répondre à leurs besoins. Ah, ça, c'est un polypore. Ça marche pas, ça? Souvent, les champignons qui vont pousser après les arbres sont pas intéressants au niveau culinaire. Ils sont beaucoup trop durs. Ah, OK. Mais Ils sont comme du bois. Ici, dans Charlevoix, qu'est-ce qu'on retrouve dans les forêts de Charlevoix? Beaucoup de sortes de champignons. Ouais. Dépendamment des saisons, un peu, là, ça va être plus ou moins abondant, mais bien des sortes de champignons. On a un petit peu de morée naturelle, c'est-à-dire les morilles, pas celles qui poussent en dehors d'un feu de forêt, je veux dire. On va avoir le champignon mort ou la dermatose des russules, plein de chanterelles, plein de sortes de bolets, des cèpes. Après ça, on tombe dans les champignons plus d'automne. Là, il va y avoir de l'hydne ombiliqué qui ressemble au pied de mouton. Les gens souvent se mêlent. La chanterelle en tube qui va être abondante au bout. Il y en a beaucoup, là. Des armillères, plein d'affaires. Ça. Orange. Comme ton gilet. Oui. Période de l'année que vous recueillez, ça s'étale sur quand même une assez longue période. Là. Bien, si on inclut les champignons de printemps, dont la morille, on commence au printemps. Ensuite, ça recommence, entre guillemets, plus vers fin juin ou plus abondamment mi-juillet, puis ça va jusqu'au mois d'octobre. Okay. Est-ce que tu en découvres encore des champignons que tu connais pas? Que tu sais pas trop ce que tu peux faire avec ça? Ça arrive-tu? Ouais, que je sais pas trop quoi faire avec ça, oui. Ah, ça, c'est clair. Mais même que, tu sais, dans les livres, c'est pas tous les champignons qui sont inventoriés, qui sont répertoriés, tu sais. Fait que même encore aujourd'hui, il y a des nouvelles espèces qui sont identifiées. Fait que il y a plein de champignons. Exemple, j'ai l'exemple du lactaire odeur d'érable, tu sais. S'il y a vraiment, surtout déshydraté, ce champignon-là, très abondant, vraiment une odeur d'érable, de sucre d'érable prononcée, là, surprenant. Là, ça sent le biscuit à l'érable. Tu sais. Ah oui? Ouais. Mais au départ, dans les livres, au Québec, il était vu comme un non comestible, sans intérêt. Mais dans d'autres livres américains, on se rendait compte qu'il était comestible. Fait que là, on s'est rendu compte tranquillement, il commence à être utilisé comme dans les desserts, les crèmes brûlées aux champignons. Tu sais. Ouais. C'est assez spécial. Il y a plein de petites affaires comme ça que ça demande juste, en fait, à ce qu'on fasse des essais. Tu sais. Beaucoup de goût dans les champignons, surtout déshydratés parce que c'est concentré, tu sais, en saveur. Là. Ensuite, c'est sûr qu'on va développer des nouveaux produits. Là. On a quelques-uns sur la table en ce moment là, qu'on développe tranquillement. On regarde aussi pour avoir des subventions pour nous aider là-dedans, là, parce que ça demande du temps et d'expérimentation. Mais fait que des nouveaux produits variés, pas juste dans les champignons, mais avec les plantes sauvages en général. Ouais. Fait que non, c'est pas mal vers ça qu'on s'en va. Là. La boutique ici dans Charlevoix, les ateliers, les samedis, ça va rester, là, les excursions. Ouais. Est-ce que tu es plus un entrepreneur ou un coureur des bois, selon toi? Je ne sais pas, je vais te dire. Je me suis posé la question, est-ce que je suis un entrepreneur? Puis il paraît que oui. L'idée, c'est de mettre de l'avant de faire connaître dans ce cas-là des produits, des champignons. Mais mais je te dirais que j'aime être en forêt, là, fait que un peu des deux. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup être en forêt, fait que c'est ça. Bien, merci beaucoup, Anthony. Bien, merci, là, ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de la Voix agricole spéciale champignons. Évidemment, je vous invite à faire comme nous, aller visiter les entrepreneurs chez Amico et également chez Champignons Charlevoix. Durant la haute saison, vous pouvez y aller en tout temps. Et durant la saison de l'hiver, vous pouvez téléphoner avant de passer, ça serait préférable. Et moi, je vous invite aussi à déguster les magnifiques produits qui en découlent. Que ce soit une sauce à spaghetti ou un pesto, c'est tout simplement magique comme produit.